Bonjour à tous. Tu te présentes. Merci beaucoup à Pascal de nous donner la parole aujourd'hui. Donc, je me présente, Hugo Aguiar, je suis éthiopathe en Sologne, à Salbris précisément, là où il y a un siège régional du Geste d'Or. Et donc aujourd'hui, nous sommes partout, nous sommes partout. Non mais c'est amusant. Pendant la guerre, c'était je suis partout, c'est pas tout à fait pareil. Et donc je vais vous présenter rapidement la Société savante Belenos, donc qui est née d'une rencontre des membres du bureau, donc Hugo Aguiar, Margot Ferry et Denis Artaud, ici présents. Un constat, les médecines complémentaires sont, et nous le savons tous par des anecdotes personnelles, très intéressantes, mais mal représentées et mal connues. Donc, d'où l'idée d'une création de société savante pour leur donner un espace et un lieu pour faire venir des conférenciers de qualité et donner une meilleure connaissance sur ces médecines complémentaires très intéressantes, traditionnelles, qui ont une longue vie, une longue histoire au sein de nos sociétés. Et nous le savons parce que nous sommes en Sologne. Et en Sologne, il y a une longue tradition des médecines complémentaires traditionnelles, notamment par la proximité avec le Berry, où il y a de tout, naturellement. Il y a des choses positives comme des choses négatives. Il y a beaucoup de superstitions. Mais l'usage des plantes existe depuis très longtemps et pour le bien des populations locales. Alors après, une vision, c'est évidemment l'idée heureuse, l'espoir d'un avenir où les médecines complémentaires auront leur place dans le champ thérapeutique, disons, ordinaire. Des objectifs, nous l'avons dit, c'est-à-dire faire connaître par des conférences les médecines complémentaires, et la structure va donner le lieu de ces objectifs, c'est-à-dire qu'il y aura des départements où nous allons représenter les médecines physiques, les médecines des plantes, les psychothérapies. Donc, la structure de Belenos donnera l'occasion d'épanouir ces objectifs. Et je passe la parole à mon président, Denis Artaud, qui va nous parler de tout cela. Bonjour, Denis Artaud, je suis directeur d'hôpital retraité. Et j'ai accepté la présidence de ce groupe. Le thème qui est abordé, l'air, est particulièrement intéressant parce que depuis que l'humanité existe, on respire, et qu'il a existé toujours des pratiques complémentaires, parfois alternatives, ce qui est un peu dommage, mais complémentaires très 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 anciennes. Alors on pourrait toutes les énumérer, on y serait encore ce soir. Ce genre de pratique, c'est comme la noblesse russe, hein. Il y a de tout là-dedans. Ça va des ventouses jusqu'au cataplasme, en passant par le yoga et l'hypnose. Enfin, on peut trouver beaucoup de choses. Si on voulait quand même trouver les points communs entre tout ça, c'est d'abord des tentatives d'essayer de traiter des symptômes des maladies respiratoires. Ensuite, d'autres tentatives de gérer l'état émotionnel créé par la maladie. On sait par exemple que 30% des personnes qui souffrent de problèmes respiratoires ont des troubles psychologiques. Ces troubles sont souvent de l'anxiété, de la dépression, causés par justement l'état de santé. Et une des tentatives qui a été faite, c'est d'accompagner chacun dans la gestion de sa maladie. Alors, il y a beaucoup de tentatives plus ou moins sérieuses, et c'est le but de notre association, c'est d'essayer un petit peu de faire le tri entre les superstitions, les à peu près scientifiques, et ce qui peut effectivement accompagner une démarche médicale de façon intelligente. Alors, il y a des pratiques qui sont très utiles, qui sont utilisées, qui sont celles qui vont consister tout simplement à augmenter la capacité respiratoire chez des gens qui sont atteints de pathologies. Alors, on connaît la kiné respiratoire qui est bien utilisée, bien connue. On connaît des techniques de yoga qui permettent d'accroître la capacité respiratoire. Le rôle des ostéopathes, des éthiopathes, pour augmenter encore cette capacité respiratoire, déboucher un petit peu les voies aériennes.
En phytothérapie, donc l'utilisation des plantes, que ce soit la plante elle-même ou ses dérivés, les huiles essentielles ou autres, il s'agit aussi d'augmenter, d'oxygéner l'individu. Il y a d'autres approches qui ont été faites, qui sont intéressantes, toujours pour agir sur la maladie elle-même, et qui longtemps ont été un petit peu à la marge de la médecine officielle, mais qui maintenant sont pleinement rentrés dedans. Je pense au projet Pneumophage, qui est soutenu par l'INSERM, la fac de Tours et l'hôpital Louis Mourier, qui consiste à réutiliser les phages, qui sont ces bactéries tueurs de bactéries, bien connus dans les pays de l'Est et dans feu l'Union soviétique et aujourd'hui la Géorgie, mais pour lequel il n'y a pas pour l'instant des évaluations scientifiques tout à fait complètes. Donc nous savons tous qu'une des difficultés que rencontre la médecine aujourd'hui sont ce qu'on appelle les BMR, c'est-à-dire les bactéries multirésistantes, et que là-dessus, les phages, comme d'autres techniques au niveau des huiles essentielles, par exemple, peuvent contribuer à améliorer notre connaissance, parce qu'évidemment, c'est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux antibiotiques, on en trouve de moins en moins, et puis ceux qui existent ont développé des résistances. Alors, le traitement des troubles liés à la présence d'une pathologie respiratoire, il y a donc deux façons dont c'est abordé. C'est soit des méthodes comportementales ou comportementalistes qui consistent à pacifier l'individu face à sa maladie. C'est le cas, par exemple, de la sophrologie, où on va associer le corps à la réflexion, à l'identification de la maladie et essayer de développer des techniques de respiration beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles, pacifier en quelque sorte l'individu. L'hypnose peut également contribuer à limiter un certain nombre de pathologies. Certains pneumologues utilisent la yoga thérapie, là encore pour accroître la capacité de ventilation. Bon, la méditation, alors là-dessus, c'est aussi encore la noblesse russe, il y a de tout là-dedans, mais il y a quand même des choses intéressantes. On a observé notamment par le biais des IRM un mode d'action très net sur le cerveau, lieu des émotions. Ce qui est intéressant, on parlait de l'air tout à l'heure et de ce qu'on respire. La voie d'approche, par exemple, des huiles essentielles, c'est essentiellement pour les maladies respiratoires, l'olfactothérapie, le fait de respirer. Monsieur le Président, vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'oreille permet de communiquer avec le cerveau, mais le nez également est un facteur important de communication avec le cerveau. Et donc, un certain nombre d'huiles ont comme je sais pas, l'ylang-ylang, la lavande, etc., ont des capacités réelles pour leurrer le cerveau ou l'informer, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser comme terme. Donc, je pense que, en étudiant sérieusement, et c'est le but de notre association, de quelle façon les pratiques complémentaires, c'est peut-être même le terme qu'il vaudrait peut-être mieux utiliser que le terme médecine, qui quand même relève davantage d'un corpus scientifique établi et vérifié. Mais disons, en tout cas, toutes ces pratiques peuvent aider à faire ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire un individu capable de se prendre en charge, capable de gérer. Les cerveaux autonomes, la septième valeur que j'ai défendue tout à l'heure comme septième élément. Voilà. Et je crois bien que je vais le lancer, ça. Voilà. Et donc, il s'agit pour nous à la fois d'associer des pratiques complémentaires entre elles. Un sophrologue peut faire aussi de l'olfactothérapie, mais également d'associer ce qui se fait déjà dans un certain nombre d'établissements et de centres hospitaliers avec lesquels nous travaillons, associer le corps médical avec tous ces praticiens complémentaires, dès lors qu'on accepte de faire de l'évaluation de ce qui est fait et de ne pas faire du charlatanisme. Voilà. Merci infiniment. Tu veux intervenir ? Oui.
Tu te présentes. C'est bon, ça marche. Je suis vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre. Chaque jour et à chaque heure, cette pensée m'accompagne. Le bien, c'est de préserver la vie, et le mal, c'est de l'entraver. Je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaissent cette citation du docteur Albert Schweitzer, qui, à mon sens, était vraiment un avant-gardiste sur la question de la santé planétaire. Le concept de One Health, c'était déjà exactement la pensée du docteur Schweitzer. Aujourd'hui, nous avons réintégré ce concept parce que, effectivement, je le pense, l'écologie, la seule manière d'aborder l'écologie est une écologie qui replace l'homme au centre, mais surtout au sein d'une santé planétaire. Moi, je suis médecin généraliste à la campagne. J'ai travaillé longtemps en psychiatrie avant d'être installée à la campagne. Et en psychiatrie, j'ai observé l'effet des divisions, des guerres intestines sur notre système de santé, notamment des divisions absurdes comme celles qu'on peut opérer entre le corps et l'esprit, entre la CIM-10 et le DSM-5, entre les somaticiens et les psychiatres, et j'ai vraiment constaté que on se gargarise de mots, on ne parle plus de patients pour être politiquement correct, on parle d'usagers du système de santé, ce qui n'empêche pas de maltraiter les usagers. Et nous médecins, les usagers du système de santé, nous sommes impuissants face à cette catégorisation systématique. Je pense que nous divisons toujours pour de mauvaises raisons, pour dominer pour des raisons psychologiques ou pour des raisons économiques, alors que la catégorisation reste un instrument de connaissance, un outil pratique, mais en aucun cas une réalité. La nature est continuité. Nous avons eu tout à l'heure une intervention très intéressante sur les effets de la pollution. Effectivement, pour continuer sur les maladies respiratoires, la BPCO, ça représente plusieurs milliards de dépenses de santé, plusieurs millions de malades, l'asthme aussi. Et ces deux pathologies sont en permanente aggravation du fait de la pollution, du fait du tabagisme, du fait aussi de la recrudescence des allergies qui sont liées et à la pollution et à l'urbanisation. Pour faire le lien avec notre association, il y a une manière très simple de combattre l'avancée des symptômes, la progression de la maladie, le nombre de recrudescences et d'hospitalisations dans le cadre de la BPCO et de l'asthme, pour prendre que ces deux exemples-là. Et c'est l'activité sportive. Il y a des travaux de l'INSERM très sérieux sur le sujet et on voit que en fait le corps s'adapte au fait de mobiliser une fonction et il réhabilite cette fonction en l'utilisant. Donc pour parler de la respiration, le fait de mobiliser des volumes pulmonaires permet de ne pas les perdre tout simplement. On peut constater exactement la même chose avec le système circulatoire. Dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, le fait de continuer à marcher développe des systèmes collatéraux de vascularisation et même dans la maladie d'Alzheimer, le fait d'utiliser son cerveau pour faire des jeux de mémoire, des sudoku, etc., j'encourage beaucoup mes patients à le faire parce que ça prévient et ça lutte contre la progression de la maladie. Ce qui est intéressant avec ce raisonnement, c'est que l'activité physique, c'est à la fois peu d'investissement économique et peu de moyens qui sont délétères à l'environnement. Pour donner un exemple concret, les aérosols que nous prescrivons, alors à moins de faire vraiment très attention, de choisir des aérosols en poudre sèche fabriqués en France, que j'encourage les médecins à prescrire, ce sont des dispositifs qui sont extrêmement polluants, qui sont certainement fabriqués en Chine les 3/4 du temps, alors que l'activité physique, marcher autour de chez soi, tout simplement, c'est une manière de prévenir la maladie, de l'améliorer, sans avoir aucun impact négatif sur son environnement. Donc c'est un des points que nous voulons développer avec cette association, c'est-à-dire promouvoir une approche autonome de la santé, responsabilisante, sans être culpabilisante, où chaque individu développe sa capacité à s'adapter. La santé, le disait Georges Canguilhem, c'est la capacité à s'adapter. J'irais même jusqu'à dire que le fait de s'adapter, ça maintient notre santé. Donc, pour terminer avec une autre citation qui me tient à cœur, j'ai commencé donc cette conférence avec une citation d'Albert Schweitzer. Pour conclure, je dirais qu'on ne se sauve pas seul. L'homme ne mérite son salut que par le salut de tous. Et c'est une phrase de Jules Michelet. Merci.
On pourra échanger par la suite. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci pour cela. Donc le Bélénos, bien sûr, est sous la protection du geste d'or et est intégré. Peut-être vous voulez dire un mot. Ah, le professeur Leroyer. Juste un mot. Non, merci pour. On se rejoint totalement sur l'activité respiratoire. Je voulais juste voir ma position de pneumologue. En fait, on a beaucoup de patients qui utilisent, par exemple, les plantes. Et dans des maladies graves, notamment pour le cancer. Et en fait, ce qui est curieux, c'est de penser, ils n'ont pas conscience du pouvoir de plantes en tant que médicament. Et en fait, nous avons beaucoup d'interactions entre les plantes et les chimiothérapies. Et une de nos questions maintenant pour les gens qui sont sous chimiothérapie, c'est systématique, c'est est-ce que vous prenez des plantes? Parce que les gens pensent que ça va être une sorte de petit médicament de confort, mais c'est parfois extrêmement puissant, alors dans le sens d'une potentialisation ou d'une antagonisation de la chimiothérapie. Et ça, c'est un phénomène sur lequel vous pouvez travailler, dire, bah, écoutez, oui, ce sont des vrais médicaments, oui. Voilà, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs effets secondaires. Et justement, le fait de décomplexer l'usage des médecines complémentaires, c'est aussi une manière d'éviter que les patients se retrouvent dans une espèce de méfiance vis-à-vis de nous, le corps médical, et nous cachent ce qu'ils peuvent faire en parallèle. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que la première chose à faire pour quelqu'un qui pratique les médecines complémentaires, c'est de refuser, quand un patient demande ou dit « j'utilise telle plante », de lui dire « parlez-en à votre cancérologue, parlez-en ». Moi, personnellement, quand le cas se présente, je dis... Quelqu'un qui est sous chimiothérapie, je dis a priori, on ne fera rien. Si vous voulez faire des choses, demandez à votre cancérologue, prendre l'exemple du cancer, mais il y en a d'autres, qu'est-ce que vous tolérez? Et alors là, on peut discuter. Et effectivement, on est arrivé d'avoir des contacts avec, je prends l'exemple d'un cancéro parce que je l'ai frais dans mon esprit, discuter avec une cancérologue en disant, bon, et si on utilise ça? Elle dit oui, ça va. Elle dit par contre, faites pas ça parce que dans la chimio, il y a tel produit et je ne suis pas sûr de ce qui se passerait. Et même des choses plus vastes. On sait par exemple pour les traitements pour le VIH, on recommande de ne pas manger de pamplemousse ou de boire du jus de pamplemousse. Voilà. Donc tout ça peut aller très loin et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un dialogue constructif. Parce que ceux qui pratiquent les médecines dites complémentaires souvent connaissent bien les plantes. Connaissent bien les plantes, s'ils ont bien été formés, voilà, on peut parler. Faire le lien, et c'est le travail du geste d'or, parce que nous sommes une plateforme de lien. Merci à vous, et je passe la parole à Sophie Marquis.